Roule. Ça marche. Alors, a priori, on est live. Alors, je vais vérifier si tout fonctionne. On va laisser tout le monde arriver. Alors, est-ce que ça marche bien? A priori, on est bon. Ok. Alors, alors, ça marche. Super. Déjà, la technique est avec nous. Ça, c'est bien. Et, ok, démarrer. Super. Bon, on va laisser tout le monde arriver progressivement. Ça Hop. marche. Est-ce que j'arrive à inviter les gens? Hop, cliquez pour élargir. Yes, good. Instant, là j'ai un doublon de son. Ça marche. Ok, alors Karine. Du coup, ça s'est passé comment, toi, le confinement? Raconte-nous un petit peu le temps que tout le monde arrive. Moi, j'ai plutôt pas mal de chance en réalité, dans le sens où j'étais dans la maison de famille de ma copine, dont la famille habite dans le sud, à côté de Marseille, enfin dans Marseille, mais on va dire pas du tout dans le centre-ville, plutôt dans la Pinède. Du coup, moi, j'ai Ouais, plutôt passé mon confinement dans la Pinède, donc j'avoue que je suis pas à plaindre. ça On va, est il y a pire, hein. descendu. Ouais, on est descendu un peu avant les directives, là, sentant un peu le vent tourner, et puis on s'est planqué là-bas pendant 2 mois et demi, et voilà, c'était pas trop mal. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai écrit la série, assis dans la Pinède. Donc et en réalité, c'était assez cool. Et puis en plus, vu qu'il y avait des petits sentiers qui partaient juste derrière, complètement pas fréquentés du tout, j'ai pu quand même continuer à courir. Donc non, en réalité, pour moi, c'est plutôt bien passé. Ça C'est pas va, il y a tellement un pire, hein. souci. Il y a Il y a pire. vraiment pire, je pense. Ouais. Je pense que le retour à la réalité est bien pire au final, quoi. Bon, ouais, j'ai la chance de pouvoir y retourner régulièrement, donc écoute, ça va. Pour le coup, je suis quand même content d'être retourné à Paris et de revoir les amis, l'entourage, tout ça, c'est quand même plaisant, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Mais je t'avoue que moi, là, je suis confiné à Paris là depuis pas trop Ah, ça doit bougé être rude. depuis 3 mois. Bah, j'aime bien, je suis très nature aussi, très rando et compagnie. Je t'avoue que ça me manque un petit peu, hein. Je vais Ça doit avoir être hâte, terrible. je vais avoir hâte de pouvoir partir à nouveau en vadrouille. Parce que c'est vrai que Mardi, ça en manque. apparemment, si j'ai bien compris. J'ai bien compris que a priori, on va pouvoir commencer à rebouger tout doucement. Donc Donc, c'est bien. c'est plutôt cool, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Dites-le nous en commentaire, qu'on puisse voir. On attend du coup que tout le monde arrive. Je pense qu'on va commencer d'ici 5 minutes. Alors, dites-nous que vous êtes là. Qui est là? Alors, qui je vois en spectateur? Je vois Monsieur Pierre Steinmetz qui semble présent. Est-ce que tu es bien là? Je vois Monsieur Alexandre Delporte qui est là aussi. Et dites-nous en commentaire si vous êtes bien là. Petrovski qui est là. Coucou Ibo, Pierre Steinmetz. Alors du coup, Pierre, Florian, avec qui du coup t'as en partie bah voilà, travaillé un peu ta série, notamment sur voilà, Tout à la, fait. la structure. Tout à fait. Donc pour info, Pierre, pour ceux qui ne le savent pas, donc Pierre travaille avec nous sur, sur la non-fiction. Donc c'est un genre que vous avez pu découvrir là bah, avec la série Florian. Donc c'est notre nouveau genre en fait littéraire qu'on va bosser sur Rocambole.
Donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va un peu s'éloigner de la fiction et proposer des histoires inspirées de faits réels sous forme de mini-docu, de mini-reportages. Et la série de Florian, avec le trail, en fait, est la première série de ce genre-là. Et Pierre s'occupe du coup de toutes les séries de non-fiction. Donc Pierre, hello à toi. Alexandre Delporte, grand fan de trail aussi, je le sais. Alors le monde du trail est un petit monde, hein. Dis-moi Florian, avant qu'on commence. Ouais, ça reste un sport de niche, mais c'est un monde qui s'agrandit d'année en année, ça c'est sûr. Nous, enfin, on y reviendra, mais effectivement, je m'occupe de ce sport pour l'équipe. C'est une partie de mon activité et on a des audiences qui grandissent énormément d'année en année, au point où, donc moi, je bosse en particulier pour une rubrique qui s'appelle Adrénaline, donc qui parle de sport extrême et dont le trail fait partie. Hein, on parle d'endurance extrême. C'est devenu avec le surf la plus grosse audience de la rubrique. Ah Donc ouais, carrément. globalement, ouais, ça dépasse en termes d'audience des sports comme le skateboard, enfin tous les sports extrêmes en réalité. Il n'y a que le surf qui est quand même traité de manière assez importante, qui D'accord, ouais. rivalise. L'escalade quand même avec son entrée au jeu est aussi un sport qui est très suivi, mais le trail, oui, oui, c'est. En fait, il y a quand même pas mal de transferts entre les amateurs de course à pied, de running, qui vont tester leur premier marathon, qui vont Ok, s'entraîner pour leur premier marathon et qui vont vouloir peut-être, à la faveur d'un séjour en montagne, tenter de courir sur un sentier et se rendre compte qu'en réalité, d'accord, ouais. c'est quand même beaucoup moins monotone. Et donc, ouais, il y a un transfert du running vers le trail qui fait que non, la population grandit. Hein. Il y a des courses Ok, comme l'UTMB, par exemple. Ils ont, malgré un processus d'accès assez compliqué à la course, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut avoir fait d'autres courses avant, le justifier, etc., etc. ok. Ils ont tous les ans 7000 personnes qui postulent pour 2000 dossards. Donc, ouais, ouais, C'est hyper sélectif, ouais. c'est hyper sélectif. Ouais. Bon, ce que je te propose, Florian, c'est qu'on commence. A Ouais. priori, tout doucement, les gens vont arriver. Alors, en tout cas, Florian, je suis hyper content de t'avoir ce soir avec nous. C'est une première, le live Facebook Rocambole. Donc, c'est pour l'arrivée de la première série non-fiction, 45h52. Du coup, ta série. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Boris, je suis un des cofondateurs de Rocambole et je m'occupe de toute la partie communauté, marketing pour Rocambole. Et nous avons notre invité, Florian Kunkler, auteur de la série 45h52. Je te laisse te présenter en 2 mots. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mhm. Quand tu as commencé à écrire? Dis-nous un peu, parle-nous un peu de toi. Ouais. Donc ouais, Florian Kunkler, effectivement, comme tu l'as dit. Moi, je suis journaliste de formation et de profession. C'est comme ça, c'est via ce métier que j'ai appris à écrire il y a fort longtemps, hein, puisque comme s'il y a des journalistes un peu dans les gens qui nous écoutent, ils le savent bien, et il faut commencer à travailler avec des médias assez tôt pour arriver à faire ce métier aujourd'hui. C'est un métier quand même compliqué d'accès. Donc, je suis journaliste de formation. J'ai commencé vraiment le début de ma jeune carrière dans ce milieu-là, en ayant différents contrats à droite à gauche, et notamment il y a 5 ans un contrat avec l'équipe de Pige, de consultant permanent pour s'occuper d'une partie des sports de la rubrique adrénaline du site de l'équipe. Donc les sports liés à la montagne et les sports de longue endurance. Donc voilà, Ok, pour dire les choses clairement, l'escalade, le trail, l'alpinisme, le ski extrême. Voilà. Et en parallèle de ça, je travaille avec la Fédération française d'escalade. D'abord, j'ai fait que du contenu pour eux, et puis depuis 2 ans, je suis devenu directeur de la communication de la fédération. Donc voilà, c'est ça, c'est devenu aujourd'hui quand même l'essentiel de mon activité. C'est une grosse fédération qui est devenue olympique, mais je garde évidemment mon contrat à l'équipe. J'ai juste par contre enlevé tout le reste, et j'accepte que, enfin, je peux me permettre de faire que des petites missions parallèles de manière enfin, faut que je sois raisonnable. Et d'ailleurs, du coup, la petite mission que vous m'avez confiée, je l'ai acceptée surtout parce que ça me motivait beaucoup de travailler sur ce nouveau genre d'écriture pour moi. Donc voilà super. un peu.
pour le Super. travail. Sinon, je vis à Paris, mais je passe beaucoup de temps en montagne du fait de mes différentes activités, environ un tiers de mon temps quand même. Et avant Paris, je vivais à Chamonix D'accord. pendant 3 ans. C'est là où j'ai pu vraiment, je faisais de la montagne et du trail et de l'alpinisme et tout ça déjà avant, mais c'est là que ça a pris une vraie dimension au point de me permettre de faire ce type de course depuis maintenant. La première, c'était en 2015, du coup, donc depuis 5 ans. Et comment t'en es arrivé du coup au trail en 2015? Ah, c'est à la faveur de différentes choses. Bon, moi, j'ai des parents qui pratiquaient la montagne. J'ai toujours beaucoup été en montagne quand j'étais plus jeune. J'ai aussi fait de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Donc voilà, quand je me suis vraiment retourné vers la montagne étant adolescent, j'ai d'abord commencé par de l'alpinisme, ce qui m'attirait de base. J'ai développé ça tout en courant pour être en forme. Et puis, lorsque j'ai déménagé à Chamonix, j'ai fait beaucoup d'alpinisme. Mais bon, l'alpinisme, c'est une pratique pour ceux qui pratiquent le savent. C'est une pratique qui est quand même exigeante, engageante, même Ouais. physiquement. Et bon, voilà, moi j'aime les efforts extrêmes, mais j'aime pas spécialement prendre des risques en réalité. Donc, à un moment donné, j'ai un peu switché de l'un à l'autre. J'étais aussi limité par mes compétences techniques en escalade notamment. Ouais. Et j'ai commencé, les années passant, à prendre plus de plaisir à courir sur les sentiers que à prendre parfois un peu des risques en montagne. Donc j'ai poussé un petit peu ce truc-là. Et puis tout simplement, pourquoi si long? Parce que je pense que c'est mon caractère. Je suis un peu excessif. Donc Ok. quand je commence un truc, je le pousse des fois un peu loin. Donc voilà, c'était un peu l'escalade des distances 20, 30, 40, 100 et puis jusqu'à cette distance un peu marquante de l'ultra qui est le 100 miles américain, donc le 170 km, qui était un peu un aboutissement que j'ai reproduit depuis. Mais voilà, cet UTMB était mon premier 100 miles. C'était effectivement une course qui était un vrai objectif pour moi quand j'ai commencé à courir. C'était même l'objectif en fait quand j'ai commencé à courir en montagne. Ok. Et Florian, Voilà. juste pour ceux qui sont pas forcément au courant ce que c'est en fait le trail, en quoi c'est différent par exemple d'une course normale, d'un marathon, comment ça se passe exactement? Parce il y a plein de gens, c'est vrai que c'est un sport qui est devenu tendance, beaucoup de gens s'y mettent ou voient un peu ce que c'est parce que c'est assez médiatisé, mais peut-être qu'il y en a qui savent pas exactement comment ça se passe une course, le trail, comment ça se Mm. matérialise. Bah, c'est à la fois très similaire à une course sur route, hein. On commence à courir et on s'arrête de courir quand on a passé la ligne d'arrivée. Mais en fait, à la, f- c'est en fait assez différent dans le sens où on transporte cet effort-là sur un terrain de montagne. Donc, qui dit terrain de montagne dit ça monte et ça descend. Et en vrai, ça Ouais. change complètement l'effort. Euh, Parce que on comprendra aisément que courir en montée, c'est pas évident, voire c'est réservé à une toute petite partie de l'élite, hein. Même sur du trail assez court, tout le monde, même les tout meilleurs du monde ne courent pas l'intégralité des courses. Donc l'idée, c'est que ça fait varier l'effort par rapport à un marathon. On va commencer à courir à un rythme et on va essayer de tenir tout le long au même rythme pour arriver à réaliser une performance qu'on s'est fixée. Une course en montagne, il y a un champ, il y a des variations dans l'effort. On va monter d'abord, c'est de la marche rapide, ça sollicite certaines chaînes musculaires et pas d'autres. Puis on va descendre, donc là c'est de la course à pied avec une espèce de jeu parce que le terrain est assez playful, quoi. C'est assez, donc on s'amuse un peu avec le terrain pour essayer de descendre le plus vite possible. C'est finalement assez grisant même comme sensation quand on la maîtrise un peu. C'est un long apprentissage aussi d'ailleurs. Et puis ensuite il y a aussi des efforts où on va courir sur du plat. Il y a quand même des portions de plat qui sont selon les courses plus ou moins longues. Et donc, on jongle entre ces trois efforts, la montée, la descente, le plat. Et ensuite, ça dépend de la distance, hein, entre un trail de 20 km et un ultra de 170. C'est une autre aventure complètement, quoi. Dans le premier, on commence à courir et puis on s'arrête au bout d'une heure et demie, 2 heures, 2 heures plutôt. Dans le deuxième, on part pour 2 jours, quoi. Donc, c'est un effort continu, le plus continu possible, où il faut avancer d'étape en étape, sans penser à la fin, parce que on peut pas commencer un effort comme Tu, ça tu peux en pas. réfléchissant déjà à la bière d'après course. Donc voilà, on part. Donc C'est tu cours l'idée, pour c'est la bière, c'est d'avancer étape ça. par étape.
Tu cours pour la bière, c'est Bah, ça? ça fait partie aussi évidemment de l'idée, quoi, de l'effort, c'est sûr, on y pense. Mais on est, comme d'ailleurs je l'écris, je crois, enfin je l'ai écrit dans la série, on y pense, il faut y penser le plus tard possible, quoi. L'idée, c'est d'y Ouais, penser dans la dernière descente, pas beaucoup avant, quoi. Et en réalité, après ça, la bière, c'est surtout pour le symbole, hein. Je vous c'est avoue ça. que après ça, la bière, enfin, on pense à plein d'autres choses qu'à la bière, hein. Il y a plein d'autres besoins qui sont primordiaux avant celui de boire une bière. Tu m'étonnes, bah, Petrovski en commentaire, il dit 170 kilomètres, mais pourquoi? Il y avait la promesse d'une raclette au bout. Bah, c'est un peu la Bah, musique ça, de ça la fait bière ou raclette. effectivement le ravitaillement, même les quelques jours après où on récupère de ça, où on retrouve du confort, c'est vrai que quelque part, ça fait partie un peu de ce qui est stimulant là-dedans, quoi. On se prive quand même pendant 2 jours de beaucoup de ce qui fait de notre confort au quotidien. Donc ça fait partie de la chose. Évidemment, c'est pas le seul intérêt, hein, parce que sinon ça coûterait un peu cher juste pour retrouver un petit peu de confort derrière. Mais c'est vrai que c'est une des dimensions appréciables de retrouver une douche, un lit, un repas, d'avoir. En fait, c'est même pas trop d'avoir envie de manger une raclette, c'est d'avoir retrouver de l'appétit, parce qu'en fait, pendant ces efforts, on n'a pas très faim. Tu Retrouver m'étonnes. l'envie de manger, c'est assez intéressant. Et dis-moi comment ça se prépare du coup quand tu te dis. Alors déjà, comment ça s'est passé quand tu t'es inscrit à l'UTMB? C'est quoi? T'étais justement autour d'une bière et tu t'es dit sur un coup de tête, allez, je m'inscris, 170 kilomètres. Est-ce que c'était déjà bien pensé? Et après, tu Mm. peux me dire comment ça s'est passé une fois que tu es inscrit? Bah, comment tu te prépares à une telle épreuve? C'est des mois, j'imagine, de diète ou d'entraînement. Comment ça se passe? Bah, bon, vous vous doutez qu'on se dit pas un jour je vais faire un ultra et dans 2 mois et on fait un entraînement de 2 mois et on arrive à faire ça. C'est quand même un projet qui se construit sur le long terme. Donc en réalité, moi je m'entraîne en continu depuis 6-7 ans, quoi. Donc c'est plutôt un processus assez long effectivement des premières courses de 20 km jusqu'à arriver à envisager un 100 miles. Donc pour moi, c'était ça, hein. J'ai pas trop grillé les étapes, je suis allé progressivement, mais dès l'origine, avec cette course en tête, hein, l'UTMB, c'est la plus grande course d'ultra au monde aujourd'hui, la plus réputée, la plus mythique, celle qui réunit les meilleurs coureurs du monde, et honnêtement une des plus belles, hein. Donc j'avais cette idée-là en tête, mais après ça se construit dans la durée. Et ensuite, bah, j'ai fait avant ça un autre ultra de 120 km qui, voilà. En gros, la différence pour un coureur comme moi entre même une course de 100 km et puis un UTMB, c'est qu'il y a une deuxième nuit, hein. Je fais tout un épisode de la série sur la deuxième nuit. C'est quand même on bascule dans une autre dimension quand on fait une deuxième nuit parce qu'il y a une vraie privation de sommeil et je pense que c'est la chose la plus violente, hein, qu'on puisse vivre dans ce type Hum. d'effort. Mais donc voilà, donc c'est un long cheminement. Et puis le jour où on prend la décision, ben effectivement, on redouble de précautions. En réalité, la vraie difficulté, parce que pour les coureurs d'ultra, globalement, c'est des gens qui sont plutôt boulimiques d'entraînement. La difficulté, c'est pas de s'entraîner assez, c'est Ok, plutôt de pas s'entraîner trop pour beaucoup de coureurs, hein, pour la ok. majorité de coureurs. Donc l'idée, c'est de tout faire pour pas arriver blessé les 2 mois avant la course, voire au départ, hein. Il y a beaucoup d'ultra-trailers qui partent blessés parce qu'ils sont mal entraînés avant un ultra, malheureusement. Donc l'idée, c'est de bien gérer l'entraînement. Évidemment, il faut faire du volume, hein. Faut faire des kilomètres et surtout du dénivelé, du dénivelé, du dénivelé. Faut faire, enfin la plupart des athlètes font au moins 100 000 mètres de dénivelé par an. C'est normal, comme les cyclistes vont empiler un petit peu les kilomètres, les trailers ils vont empiler le dénivelé. Il faut faire des entraînements variés, etc. Et puis fonctionner, voilà, comme beaucoup d'athlètes par bloc pour laisser au corps le temps de récupérer. Donc voilà, et puis effectivement, le mois avant la course, bon, moi, étant journaliste et travaillant sur ces courses-là, j'ai la chance de passer au travers de tous les processus de sélection pour arriver à ces courses. Donc moi, j'ai pas cette dimension-là à prendre en compte, mais par contre, évidemment, une fois que le dossard est acquis et que le dernier mois arrive, ben là, on commence à faire un peu attention à ce qu'on fait. Surtout les 15 derniers jours, on évite de faire la fête jusqu'à 4 heures du matin. Le plus important à gérer, c'est le sommeil. En vrai, il faut arriver bien reposé au départ, hein, parce que si on commence un truc comme ça avec du déficit de sommeil, c'est quand même compliqué. Et Mais puis, il du coup, faudra. seulement 15 jours avant, moi je pensais que bah, j'ai déjà entendu des coureurs qui me disaient, même pour un marathon, c'est 3 mois sans alcool, des régimes drastiques. Toi, c'est 15 jours avant aussi, Ouais, ça. bon, moi, je suis peut-être un peu libéral sur ce sujet, mais non, moi, je l'ai fait. J'ai fait beaucoup de triathlon à une époque où, du coup, j'avais ce genre de rêve de démarche. C'est, faut se dire quand même que l'ultra, c'est quand même, pour beaucoup, ils considèrent ça, c'est une très longue
randonnée, quoi. Hein, fondamentalement, vu le rythme auquel on va, c'est une longue promenade. C'est pas un effort intense, type marathon, type triathlon, où effectivement il y a des vrais problèmes. Il y a d'autres problématiques qui entrent en compte. L'ultra, globalement, pareil, au niveau régime alimentaire, en réalité, on n'a pas besoin d'être 100% svelte. Hein, je suis pas 100% svelte, par exemple, pour finir un ultra. C'est pas du tout un prérequis. Hein. Au contraire, même parfois, certaines personnes qui ont un peu d'embonpoint, ils vont mieux gérer les aspects de digestion, etc. La mauvaise digestion et l'impossibilité d'ailleurs de s'alimenter, c'est une des premières causes d'abandon en trail. Donc, cet aspect-là, ils vont un peu mieux le gérer que ceux qui sont très, très secs et qui ont vraiment du mal à puiser dont la physiologie a du mal à puiser dans les graisses. Donc, en vrai, non, il n'y a pas particulièrement faut surveiller un peu, hein, comme quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Mais non, je suis pas un taré de graines et d'autres bouffes un peu bizarres. Ok, ça marche. Et du coup, comment ça se passe la veille du départ? Comment ça se passe dans ta tête? Comment tu te prépares à une telle course? Alors, à la fois, on va dire, il y a ce que j'ai vécu sur l'ensemble de mes courses, où moi j'ai quand même beaucoup fait de courses, notamment via mon métier. Donc, je suis pas particulièrement anxieux ou quoi que ce soit avant un départ aujourd'hui, ou même avant l'UTMB d'ailleurs. Voilà, je vis les choses assez simplement, donc c'est pas trop un sujet. Par contre, avant l'UTMB, j'étais extrêmement stressé parce que l'UTMB c'était vraiment un espèce d'objectif au-dessus de tous mes autres objectifs. Donc j'étais très stressé la veille, j'ai très mal dormi. J'avais un ami, un pote qui était là avec moi, qui était là pour faire une partie de l'assistance avec moi, qui m'a accompagné les jours avant parce qu'il voulait voir à quoi ça ressemble. Et donc voilà, on passait beaucoup de temps à parler parce que j'étais effectivement très stressé. La veille, j'ai pas bien dormi. Le lendemain, j'ai essayé de faire le jour de la course. En fait, le départ est à 18h, donc on a aussi toute une journée pour voir le truc arriver, quoi. Ouais. Donc bah ouais, tout est prêt en fait, évidemment. Hein, tout est prêt la veille déjà, donc le jour de la course. Bah on essaie de se reposer tant bien que mal, on reste allongé, on se dit que voilà, chaque minute allongée, c'est des miles d'engranger déjà pour mieux vivre la course. Et voilà, ce que je raconte aussi dans la série, c'est que paradoxalement, beaucoup de gens vont faire un petit footing le matin, ce qui peut paraître bizarre alors qu'on part le soir pour 170 km de course à pied. Mais voilà, ça a différents intérêts. Les jours d'avant, on s'est très peu entraîné, donc déjà on a envie de trottiner un peu, on a envie de s'assurer que la machine fonctionne bien, enfin correctement, aussi bien qu'elle peut fonctionner. Et puis ça enlève un peu de nervosité, ça met psychologiquement dans l'effort, c'est important. En réalité, bon, je pense qu'on y viendra derrière, mais le plus important dans tout ça, au-delà de la préparation, c'est d'avoir une envie débordante de finir, quoi, une envie débordante. S'il y a le moindre gravier là-dedans, s'il y a un soupçon de démotivation, c'est pas possible en fait de finir ce type d'effort. Donc, ouais. Du coup, ouais, on va peut-être parler de ça. Du coup, de cette envie, toi, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Parce que j'imagine, t'en parles aussi dans ta série, le nombre de fois tu dois te dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai envie d'arrêter, j'ai mal partout. Tu parles un moment tu racontes ta série que tu t'endors. En courant, qu'est-ce qui te fait tenir sur ce genre d'effort? Enfin, j'imagine que tu dois avoir, voilà, deux voix dans ta tête, une qui te dit vas-y, fonce, t'y es bientôt, et l'autre voix qui te dit arrête, t'es fou, tu vas te casser une jambe, quoi. Enfin, comment ça se passe sur ce type d'effort? Comment tu tiens? Qu'est-ce que tu te dis quand t'as des coups durs? Il y a différentes techniques, heureusement, parce que vu que c'est un effort très long, ça arrive très souvent qu'on d'un seul coup, on trouve ça absurde. Hein. C'est ça, en fait, c'est que d'un seul coup, tout ça devient absurde. Et c'est souvent à la faveur d'un moment de vie où on voit un morceau de vie normale, quoi. On voit des gens rentrer chez eux en traversant un hameau et on se dit, putain, ils vont retrouver un canapé et un repas normal. Ce qui fait partie, ce qui est notre vie normalement, quoi. Mais là, d'un seul coup, nous, on est dans un truc complètement différent et beaucoup plus violent. Donc, qu'est-ce qu'on se dit moi, je sais que du coup, je sais pourquoi je fais ça. En vrai, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. C'est quand même effectivement pas une pratique complètement anodine et j'aime à me poser des questions, à essayer de comprendre pourquoi j'ai ces comportements un peu extrêmes. Donc, je sais pourquoi je fais ça. Donc, j'essaie de me rappeler pourquoi je fais ça. J'essaie de me rappeler de tous ces entraînements qui ont amené à ça. J'essaie
voilà, la plupart du temps, quand ça fait mal, c'est quand même après des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, tu regardes la montre, tu vois que tu as déjà fait 70, 80, 90 kilomètres. Tu essaies de réaliser ce que tu es en train de faire. Ça, voilà, Et ça gonfle un peu l'ego et ça aide à avancer. Et puis, moi, sinon, il y a des moments où il faut débrancher le cerveau, en fait, le plus possible. Hein, ça dépend des moments. Et là, j'écoute beaucoup de podcasts, moi, en réalité, dans ces courses. Je ah, me du coup, prépare t'es OK. quelques-uns. Ça marche, OK. Du coup, quand vraiment ça va pas, faut plus penser en fait à la course, faut essayer de s'en échapper. Et donc, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, j'essaie de réfléchir à des trucs qui ont rien à voir avec le trail running. Et voilà. Et ça, d'ailleurs, c'est assez pertinent parce que finalement, ces efforts te sortent tellement de ta réalité que c'est des moments où finalement, tu as un raisonnement sur d'autres aspects de ta vie qui est plutôt lumineux. Donc, c'est finalement assez intéressant de Et penser à d'autres choses. du coup, c'est intéressant. Tu me disais, ouais, tu sais pourquoi tu fais ça. Tu peux en parler. Pourquoi tu fais ce type de course? Qu'est-ce qui te motive au fond? Bah ouais, alors moi, comme je disais, j'ai grandi un peu à côté ou pas loin de l'univers et de la course à pied et de la montagne. Hein. Donc c'est un univers c'est ma zone de confort, c'est ce que j'ai toujours connu. J'ai un imaginaire qui est assez fertile hein, sur ces questions-là. Ça me plaît bien. Voilà, j'aime être là-dedans, quoi. Et puis en plus, c'est mon métier aujourd'hui, donc j'aime vraiment être là-dedans. Et puis après, voilà, comme je disais, je sais que j'ai un caractère un petit peu, j'ai une tendance à aller vers les excès, on va dire, sans avoir jamais fait de choses terribles, mais j'ai cette tendance-là et je sais que que l'effort d'ultra, c'est un peu la manière, c'est un terrain pour explorer cet aspect-là de moi qui est plutôt bénéfique, je pense, pour ce que je suis, si ce n'est pour mes genoux. Quoi. C'est pas terrible pour mes T'aimes- genoux t'a- quand même, cette histoire. C'est ça, t'aimes bien chercher tes limites, en fait, c'est ça, et voir jusqu'où tu peux aller. Ouais, il y a une exploration de ça, ouais, de ses limites et de l'effort extrême. Finalement, c'est vrai que c'est une forme d'exploration de qu'est-ce que c'est en fait l'effort extrême, qu'est-ce que c'est de continuer. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté fascinant en fait à se rendre compte que, par exemple, quand on va faire un footing de 10 bornes, au bout de 7-8 kilomètres, si on va un peu vite, on va se dire, bah là, faut que je m'arrête, je peux plus courir, quoi. Et il y a que le repos et l'arrêt de la course qui va faire que je vais aller mieux. Alors qu'en réalité, le corps, il est assez fabuleux. C'est-à-dire que si tu digères un peu ce truc-là et si tu nies un petit peu ces signaux, en fait, le corps s'adapte et te permet d'avancer. Et en fait, l'effort d'ultra, c'est ça, c'est des montagnes russes, c'est des moments où bah, ça va de moins en moins bien au début de la course, puis tu touches le fond, et en fait, si tu persévères, si tu t'alimentes bien, si tu continues à avancer, si tu déconnectes un peu, au bout d'un moment, la machine redémarre toute seule, et petit à petit, si tu remontes la pente, grâce aux endorphines notamment, et tu peux atteindre après des hauts qui sont assez merveilleux, hein, un peu dans l'ivresse de l'effort. J'en décris une scène là dans ma série, la fin le matin le lendemain de la première nuit au lever du soleil. Là, je passais en Italie, là au-dessus du col de la Seigne, avec une mer de nuages sur le lac Combal. C'est un très beau lac dans un vallon italien. Voilà, les lumières sont incroyables. Il y a une euphorie énorme. C'est très émouvant en réalité. On ressent beaucoup d'émotions. Les gens sont très émus. Mais voilà, en gros, c'est s'infliger des stimuli assez extrêmes, pas mal de douleur pour derrière savourer une forme de récompense qui est à la mesure de l'effort fourni, quoi, quelque part. Donc, Ouais. c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et du coup, le public, il t'apporte beaucoup d'énergie aussi. Je me rends pas trop compte sur ce genre de course. Il y a pas mal de monde le long des sentiers aussi, parce que pour moi, j'ai déjà Ouais. fait des petits semi-marathons, ce genre de choses. Je sais que le public, ça booste hein, quand on Ouais. crie ton nom et tout. C'est quand t'as des coups durs, ça donne un coup de Ah, c'est boost. Et clair. c'est sur l'ultra trail aussi, on a ce genre de choses. Hein. Et c'est clair. Ça dépend des courses. Très clairement, les deux courses où il y a le plus de public, c'est l'UTMB d'un côté, et puis la Diagonale des Fous à La Réunion de l'autre, hein, qui est une autre course extrêmement mythique, qui là pour le coup réunit au bord des sentiers toute une île là, qui vit pendant un week-end. C'est le même format que l'UTMB, mais encore plus Ouais. dur, parce que c'est les sentiers de La Réunion et les conditions météo de La Réunion. Euh, donc là, ouais, il y a une effervescence de dingue. Il y a pas du monde partout tout le temps non plus. Hein. Il y a quand même 170 kilomètres à couvrir et puis c'est nuit et jour. Mais quand même, en tout cas, chaque traversée de hameau, même très tard la nuit, même très tôt le matin, il y a quand même toujours du monde et la traversée du village de Chamonix à la fin,
voilà, tout amateur de trail long a envie de courir les derniers kilomètres dans Chamonix à la fin d'un UTMB. C'est pas parce qu'on se construit ça dans notre tête, mais c'est Ouais. globalement magique. Effectivement, il y a du monde, il y a du monde. Les premiers arrivent le samedi vers 15-16 heures. Les derniers arrivent le dimanche vers 14-15 heures. Donc il y a 24 heures entre le premier et le dernier globalement, Ah un ouais, peu c'est plus. énorme. Et pour autant, là, il y a toujours du monde. Toute la nuit, tu n'arrives pas seul tu passes jamais seul la ligne d'arrivée. Il y a toujours du monde, il y a toujours de l'ambiance et ouais, effectivement, ça aide beaucoup. Et en fait, c'est la dimension qui aide aussi pour parler des autres. C'est soit les gens quand même qu'on rencontre de temps en temps sur les sentiers. Il y a quand même des gens. Voilà, moi, ça m'est arrivé, pas pendant l'UTMB, mais ça m'est arrivé sur d'autres courses de croiser des gens et finalement de faire 20 heures d'effort derrière avec eux parce que ça marche bien, parce qu'on s'entend bien, et on s'entraide. Donc ça arrive. C'est de mon expérience pas extrêmement fréquent, mais ça arrive quand même beaucoup. Et Parce puis que, il y a parce que ceux si qui viennent nous aider, les je- copains qui sont là des ouais, fois, qui viennent faire qui, l'assistance. Ça ok. permet, c'est le truc qui booste le plus en réalité. Des fois, on y pense 3 heures avant de savoir qu'on va croiser un copain à un ravitaillement. Ça suffit à faire oublier la douleur pendant 3 heures en fait, parce que c'est très solitaire cet effort. Hein. C'est extrêmement solitaire, Ouais, bah extrêmement solitaire. c'est justement ce que je voulais te demander, parce que bah, tu disais que des fois tu cours avec certains quelques heures. Globalement, c'est plutôt un sport très solitaire, quoi. Tu passes vraiment des dizaines d'heures tout seul face à toi-même à voir Ouais. jusqu'où tu peux aller. C'est plutôt Bah, assez rare que tu partages des moments. Enfin, c'est plus ouais. des moments éphémères, très brefs que tu peux avoir, quoi. Ouais, encore une fois, si on enlève le cas de figure où tu t'inscris avec un copain ou quoi, ou avec ton compagnon ou ta femme, il y en a qui font ça, mais sinon, bien sûr, c'est un effort extrêmement solitaire. Les gens parlent peu, les gens sont assez focalisés sur leur survie dans la course, entre guillemets. Et, et puis c'est un sport solitaire au sens large. Hein. Il y a des groupes de trail, il y a des groupes de trailers, mais la plupart des trailers s'entraînent seuls. Et vu, comme je disais, que c'est quand même beaucoup d'heures d'entraînement, faut quand même avoir un côté un peu solitaire. Ouais, faut pas être fan de Hmm, sport co. Ouais, c'est pas trop un truc de passionné de sport co quand même cette affaire. Ouais. tu m'étonnes. Pierre demande comment ça se passe les ravitaillements. C'est une bonne question. Les ravitaillements, ça dépend où tu en es dans la course. Les premières 10 heures, c'est la foire d'empoigne. Il y a beaucoup de monde qui sont concentrés encore sur les très grosses épreuves comme l'UTMB. Donc moi, le premier ravitaillement, par exemple, je m'arrête même pas parce que c'est tellement le bordel et puis j'ai des choses dans le sac. Donc voilà. Et à mesure qu'on avance dans la course, les ravitaillements sont moins des espèces de trucs où tu prends deux, trois machins, où tu manges vite fait, où tu recharges la gourde et où tu pars. C'est de plus en plus ouais, à la fin, ça ressemble à des camps de réfugiés, quoi. Hein. Il y a des mecs, il y a des zombies partout, il y a des mecs qui dorment par terre, ça pue, c'est sale. Les gens se bousculent parce qu'ils sont plus très lucides. Donc, mais c'est une ambiance très particulière. Et moi, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour les femmes et les compagnons de trailer qui font l'assistance de leur moitié sur toutes les courses parce qu'ils passent des heures et des heures dans ces environnements qui ne sont pas très accueillants qu'est la zone de ravitaillement où encore une fois l'odeur est horrible et la vue est pas très agréable non plus et qui endure ça. Mais nous, c'est ce qui nous fait avancer en fait. Hein. C'est comme ça qu'on compartimente la course. Donc quelque part, on aime ces endroits. C'est que voilà, encore une fois, moi je me dis jamais je commence à courir et j'arrête dans 70 km. Je me dis je commence à courir et je vais jusqu'au premier ravitaillement qui est dans 12 km par exemple, et j'avance que comme ça. Donc non, c'est des endroits dans lesquels on adore arriver et desquels on a un peu peur de partir parfois Ah ouais, ça doit quand être. le moral va pas. Bah ouais, quand les conditions sont très mauvaises, quand il fait très chaud ou très mauvais, ou il y a- j'ai fait- c'est que ça reste de la course en montagne. On monte à des altitudes qui dépassent 2000 mètres. Quand c'est en Europe, dans les Alpes, ça dépasse 2000, c'est entre 2000 et 2005 maximum en général, voire un peu plus, on va dire ça. Et donc les conditions à 2005 en plein été, ça peut être ressenti moins 5 degrés et de la neige, quoi. Et nous, on est en Ok. short et en basket. Donc, il y a des fois où, ouais, c'est effrayant presque de sortir d'un ravitaillement parce qu'on repart dans la nuit, dans ces conditions difficiles, avec peut-être du brouillard, avec des choses, ou en pleine journée, quand il fait extrêmement chaud, on sort de son petit carré d'ombre qu'on s'est trouvé pour retourner sous le cagnard. Et
C'est peut-être même encore pire d'ailleurs que le froid, parce que là, il n'y a rien à faire si ce n'est de supporter tout ça. Et puis, ça affaiblit tellement le corps, la chaleur. Donc, ouais, c'est des fois dur d'en partir. Ouais. Tu m'étonnes. François demande, c'est quoi le taux de réussite de l'UTMB? Ça dépend des années, des conditions. C'est entre, en général, c'est au maximum 2 tiers des coureurs. Et dans les Ok. éditions très difficiles, c'est un peu moins de la moitié qui finissent dans les Ah ouais, du coup, statistiques, globalement. ok. Ouais, il y a quand même pas mal d'abandons. Les barrières horaires, donc dans les trails, dans les ultras, il y a des barrières horaires, c'est-à-dire il y a Ouais. la course est segmentée en ravitaillement et à certains ravitaillements, il faut arriver avant telle heure. C'est pour qu'ils puissent gérer la sécurité, hein, pour pas qu'il y en ait qui passent une semaine à faire la course. Et selon les courses, ces barrières horaires sont plus ou moins difficiles. Ça dépend de l'objectif de l'organisateur. L'UTMB, elles sont pas faciles. Tu peux pas te permettre de faire un UTMB juste en marchant et en te reposant tranquillement au ravitaillement. C'est pas possible de le faire en moins de 46h30. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je sais plus quelle était la question, Ouais, du coup, mais c'était le taux de réussite. Ouais, tu dis ah oui, voilà. entre Donc la il y en a, moitié et 2 tiers, ouais. quoi. Donc Mais il y en a sachant qu'on, beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent par le jeu des barrières horaires, qui arrivent plus à finir, qui ok. arrivent plus à être dans les temps et du coup qui sont éliminés après dans un ravitaillement, quoi. Ouais, et sachant qu'il y a une présélection de base, hein, donc Sachant la pré- qu'il y a une présélection. Ouais. Alors du coup, Pierre redemandait, outre les zombies et l'odeur, tu trouves quoi sur place? Qu'est-ce que t'entends, Pierre, De la dans ta bouffe. question? Ouais, sur le 2 a priori, ouais. Ouais, alors ça dépend aussi des ravitaillements, mais globalement, il y a toujours de l'eau, du coca, ouais, en boisson, et puis des boissons de l'effort. En bouffe, en général, il y a des fruits, il y a du chocolat, des snacks, des choses comme ça. Et puis des biscuits salés. Ils mettent toujours, parce qu'on perd beaucoup de sel, donc il faut manger du Ouais. sel. Donc il y a des tucs, des choses comme ça, des petits biscuits salés, des cacahuètes, des trucs comme ça. Et après, sur certains ravitaillements plus gros, il y a plus de choses. Donc, il va y avoir du tempeh. Il y a un moment donné, il y a 2 endroits où on peut manger des pâtes. Ok. Il y a dans d'autres ravitaillements, il y a du bouillon, souvent du bouillon qu'on peut manger pour avoir quelque chose de chaud. Il y a du thé, du café aussi. Enfin voilà, ce genre de choses. Et après, selon les courses, ça varie. Hein, il y en a beaucoup. Après, il y a beaucoup de ravitaillements. L'UTMB, ça traverse 3 pays. Donc, il y a et plein de vallées. Donc il y a des particularités en fait selon les endroits où on est. Quand on est en Italie, ben, on va manger, il y aura de la fontina, c'est un fromage du Val d'Aoste. En Suisse, il y aura un autre fromage. Ils essayent d'ajouter un petit côté terroir dans tout ça. Donc voilà. Mais en gros, il y a largement de quoi se nourrir. Et surtout, encore une fois, enfin, je sais plus à quel moment je le disais, mais on perd un peu l'appétit quand même durant ces efforts. Assez vite, les gens ont plus tellement envie de T'as plus manger tellement faim, parce que ça quoi. se secoue. Et pour le coup, par contre, il faut se forcer à manger tout le temps. Donc en vrai, voilà, moi je sais que ça se passe plutôt bien au niveau de la nourriture. Donc moi je mange ce que j'ai envie de manger quand j'ai envie de le manger, je le digère bien, mais il y a des gens qui sont beaucoup dans le calcul de tout ce qu'ils mangent. Ouais. Je Toi, connais par exemple t'es plus au feeling, quoi. Ouais, moi en général, si j'ai envie de manger quelque chose, je le digère. C'est très rare que j'ai envie de manger quelque chose à ce moment pendant une course et que ça me pose des problèmes. Mais voilà, par exemple, je connais un coureur de haut niveau qui mange que des gels, même si bon, lui un UTMB ça dure 20 heures, un peu plus. Lui, il mange que des gels de l'effort. Donc c'est une espèce Ouais. de substance sucrée et pâteuse et qui est pas très bonne. Et il en mange 40 quoi, 20 heures, hein, toutes les demi-heures. Ah oui, d'accord. Ah, ça doit être sympa, hein. Donc c'est particulier. Donc ça dépend des gens. Moi, je prends plus de temps, donc je peux me permettre de manger un petit peu de fromage et puis de pain quand j'en ai envie. Alors Rémi nous demande si tu te blesses en plein milieu de la course, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est fini ou est-ce que des fois tu peux repartir? Comment ça se passe? J'imagine en fonction de la gravité de la blessure. Ouais, ça dépend de la blessure. Globalement, il y a enfin, c'est assez bien pensé quand même ces histoires. On peut être assisté à n'importe quel endroit de la course. Les secours peuvent intervenir à n'importe quel endroit de la course. Globalement, ce qui est demandé au trailer, c'est que si c'est une blessure, on va dire d'usure, un début de tendinite, une cheville, s'ils peuvent s'acheminer jusqu'au prochain point de ravitaillement, c'est là où ils sont pris en charge. Ok. Donc, sur la plupart des ravitaillements, il y a des podologues, il y a des kinés, il y a des médecins, des infirmiers. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va voir un professionnel de santé qui nous diagnostique et nous conseille. Alors, rarement, ils prennent des décisions à notre place, mais ils vont nous dire, bah là, bah, mec, rends-toi à l'évidence, tu n'iras pas au bout dans ces conditions, donc Ouais. abandonne.
Il y a des gens qui sont raisonnables, d'autres qui le sont pas. Il y en a qui essayent quand même de continuer encore quelques kilomètres et qui font demi-tour. Enfin, ça dépend. Mais en tous les cas, on a toujours la possibilité d'arrêter là où on est si vraiment il y a un pépin. Et on est plutôt bien. Enfin, la sécurité est plutôt bien gérée. Et si on arrête au milieu de la course et qu'on est au fin fond de la Suisse à ce moment-là, ben, il y a un dispositif qui est mis en place pour nous ramener chez nous, quoi. Donc, Ok. on Toi, peut abandonner quand on veut. toi, ça t'est déjà arrivé sur des courses de te blesser, de devoir abandonner? Ça m'est arrivé une fois de devoir abandonner. C'était pas vraiment à cause d'une blessure. C'était justement à la Diagonale des Fous là, à La Réunion où c'est plutôt un gros coup de chaud et des gros problèmes, on va dire, digestifs aussi, plus voilà, couplé à ce que je disais au début, un manque d'envie, parce qu'à cet âge, j'avais fait trop de courses, qui ont fait que j'ai arrêté. Sinon, je me suis déjà fait je me suis déjà fait des tendinites, mais voilà, c'était au début de ma pratique, j'étais absolument pas raisonnable et donc je n'ai pas arrêté. J'ai continué les courses. Et bon, j'étais bien blessé après, quoi. Donc après, j'ai mis 6 mois parfois, une fois notamment, où j'ai continué sur une tendinite, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Aujourd'hui, si ça m'arrivait, alors mon corps aujourd'hui fonctionne mieux dans ses efforts, donc ça m'arrive beaucoup moins. Mais aujourd'hui, si ça m'arrivait, j'arrêterais par contre. Ouais. Ok, ça marche. Alors j'ai une question de Cathy qui demande à quoi tu as pensé en franchissant la ligne d'arrivée. J'ai pensé à enlever mes chaussures. Je crois que je l'ai dit je crois que je l'ai dit dans la course, dans la série. Ouais, enfin, alors il y a l'imaginaire, il y a quand même effectivement beaucoup de satisfaction. Le fait de partager ça avec quelqu'un, ça rend le truc très fort émotionnellement. Hein. J'ai pleuré, hein, moi, pour être honnête, hein, sur la ligne d'arrivée. Donc, c'est un vrai accomplissement. Hein. Et puis, moi, vraiment, j'ai mis du sens dans ce UTMB. Donc, c'est un vrai accomplissement. Donc, il y a cette forme de satisfaction. Et puis, il y a, honnêtement, c'est fini, quoi. Ça y est, on peut arrêter maintenant. On n'a plus besoin de continuer à avancer. On n'a plus besoin de bouffer cette bouffe de ravitaillement qu'on ne peut plus Ouais, voir. On peut aller dormir. On peut enlever les chaussettes et les chaussures. J'avais à la fin de l'UTMB, j'avais 6 ou 7 ampoules à chaque pied, donc ouais, tu tout ça, m'étonnes. ça s'arrête et donc on pense surtout à la fin du calvaire, quoi, pour être honnête. Mais les copains, l'entourage, la ligne d'arrivée, l'ambiance sont là pour rendre ça très joyeux. Et globalement, c'est un moment très joyeux, c'est un moment d'euphorie qui est vite succédé d'un moment de fatigue intense, mais c'est un vrai moment d'euphorie qui qui permet d'oublier un peu tout ça et on se souvient beaucoup de ces lignes d'arrivée et c'est ce qui fait, je pense, qu'on resigne quand même derrière et qu'on oublie un peu Ouais, toute la somme toute de la moments douleur. difficiles qui est finalement plus importante que la somme de plaisir, hein, pour être honnête, pour beaucoup de coureurs. Mais ouais, c'est une grande satisfaction, un peu une fierté personnelle, quoi. Si on est là, c'est grâce à l'effort qu'on a fourni et voilà, on fait ça pour soi aussi, je pense, avant tout et du coup, c'est un moment, même s'il C'est est un partagé, qui est assez moment que tu intérieur et partages. assez intense. Mm. Ok, et justement, bah, François demande, après une fois que tu es arrivé sur cette ligne, tu partages avec tout le monde, t'en profites. Combien de temps derrière tu mets pour t'en remettre? Ouais, ça, c'est une bonne question. La récupération. Voilà, bah, effectivement, je le dis aussi, je crois, dans la série, il y a quelques heures hein, pour vivre un peu sur l'euphorie et profiter de tout ça. Après, au bout d'un moment, on s'effondre un peu. Moi, d'ailleurs, après l'UTMB, vu que je suis arrivé en milieu de journée, il faisait très chaud. J'ai eu un coup de chaud après la course, en attendant, justement, en célébrant avec les copains. Donc, j'étais pas bien, donc ils ont dû me ramener à la maison. Et la récupération, c'est très long. Il y a 24 heures, il y a d'abord même un peu moins de 24 heures où, en tout cas pour moi, hein, je parle pas pour tous les coureurs, mais où moi, je suis comme si j'avais de la grippe, quoi. J'ai des Ah telles ouais, ok. courbatures que ça m'empêche un peu de dormir. Je suis pas bien, quoi. C'est pas facile. C'est vraiment violent pour le corps. Et une fois que ces premières 24 heures sont passées, c'est une autre forme de récupération. Donc les muscles, les jambes, évidemment, sont très douloureuses. Hein. On a du mal à marcher au début. Et moi, je sais qu'au bout de 24 heures, je dors beaucoup. Je suis somnolent en permanence et puis j'ai faim tout le temps. Parce que voilà, il y a un autre aspect. Hein, ça, par contre, je crois pas que je le dis dans la série. Sur une course à l'UTMB, j'ai perdu 5,5 kg là pendant la course. Sur Donc une course, tu c'est perds 5 kilos et en demi. 45 heures, Ah j'ai oui, perdu 5,5 kg. Donc ça, c'est un incroyable. truc, le corps, il aime pas tellement en fait, hein, de Ouais, perdre tu autant de m'étonnes, hein. kilos très très vite. Donc derrière, c'est comme un régime beaucoup trop soudain. Il veut faire des réserves. Donc on fait enfin moi je fais des gros repas de toute façon parce que le corps en a besoin hein, pour récupérer. Et des fois je me réveille et j'ai faim au milieu de la nuit. Je me réveille à minuit alors que j'ai mangé 2 heures ou 3 heures avant et je pourrais remanger un repas. Et ensuite voilà, pour moi globalement les vraies grosses séquelles physiques qu'on ressent dans le quotidien, elles durent une semaine. Après c'est dans l'effort où le corps en fait il a une espèce de mémoire de la douleur et du coup c'est
on va dire entre 2 semaines et 3 semaines après la course, c'est difficile, c'est pas évident de retourner courir en montagne. Le corps se rebelle assez Ouais. vite. Et après, en fait, c'est psychologiquement, il y a un vrai sujet d'ailleurs là derrière. Psychologiquement, un ultra comme ça, pour beaucoup de coureurs, c'est un objectif qu'ils ont depuis très longtemps parfois, et qui laisse un grand vide derrière. Après, il n'y a plus que le quotidien qui revient. Pourquoi on va s'entraîner si on a fini l'UTMB? Il y en a qui savent pas trop. Donc voilà, même des pressions après C'est des événements comme ça. C'est un vrai sujet. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup finalement rempilent derrière et refont une course. C'est parce que ça laisse un trop grand vide finalement une fois que c'est fait, quoi. Et il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut partir sur Donc autre voilà. chose. C'était la question de Pierre qui demandait justement la récupération psychologique derrière. Tu réponds, ouais, c'est un vide derrière, il faut repartir sur autre chose. Moi, honnêtement, Parce je me suis questionné après l'UTMB parce que voilà, j'avais quand même beaucoup couru jusque-là et l'UTMB était vraiment mon objectif. Et puis je savais que je m'abîmais un peu et tout. Et pour autant, je me suis dit que j'avais encore envie de faire tout ça. Donc je me suis fixé à un autre qui est effectivement le Grand Raid à La Réunion, entre autres courses que j'ai fait entre-temps. Mais l'autre gros objectif que j'ai fait du coup l'année d'après, en fin d'année d'après, c'était le Grand Raid où j'ai abandonné du coup. ouais. Et donc moi, je continue de me fixer des objectifs et beaucoup de coureurs font ça finalement. Ils arrêtent quand même pas du jour au lendemain parce que, encore une fois, je pense, mon opinion, c'est que terminer un effort comme ça, c'est quand même pas comme terminer un marathon ou comme ça, où ça demande vraiment quand même de l'engagement quotidien quasiment. Et arrêter du jour au lendemain, c'est quand même compliqué. Ça laisse un vide. C'est pas facile à gérer pour beaucoup de gens. Mm. Et du coup, ouais, tu parlais de la suite. C'est quoi, du coup, tes objectifs 2020? Bon, j'imagine que ça a été pas mal chamboulé Ouais. avec le Covid. Comment ça se passe là un peu? Il y a beaucoup de courses qui ont été annulées. Est-ce qu'il y en a qui ont été maintenues quand même? Voilà, ouais, tout a été annulé depuis mars. Il y a eu quelques courses en début d'année, mais qui n'étaient pas à mon programme. Moi, ma première course, ça devait être aux Canaries ça devait être en mai. Elle a été annulée. La deuxième, ça devait être à Chamonix, mais pas l'UTMB. En juin, ça a été annulé aussi. Et je devais faire l'UTMB. En fait, il y a la course principale et il y a d'autres courses dans ce même événement. Moi, je les ai toutes faites et je voulais en refaire une, la plus courte, pour préparer justement mon gros objectif de l'année, qui est de retourner à La Réunion en octobre pour essayer de finir cette fois le Diagonale des Fous, quoi, le La grand raid de La diagonale, ouais. Réunion. Donc, c'est mon objectif. Ça, c'est maintenu pour le moment. Donc, Ok. je m'entraîne beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'espère que les conditions sanitaires permettront de prendre ce départ-là. Et parce que voilà, autant l'UTMB c'est une belle course qui mérite un beau récit, autant la Diagonale des Fous c'est très particulier et c'est un très très bel événement où il y a vraiment beaucoup de cœur et d'humanité autour de ça, avec des gens passionnés sur toute l'île, et c'est une extrêmement belle course, très très belle Et, et, course. et qu'est-ce qui différencie, par exemple, la diagonale des fous de l'UTMB? Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est les paysages? Euh, la Clairement, distance? les paysages sont différents. Non, la distance et le nombre de mètres de dénivelé sont les mêmes. Donc, c'est un D'accord, 100 ok. miles aussi, voilà, à quelques kilomètres près. C'est un 100 miles aussi, la Diagonale des Fous, et il y a aussi 10 000 mètres de dénivelé comme à l'UTMB. Par contre, c'est voilà, la topographie de la Réunion qui est complètement différente, hein, du massif du Mont Blanc, avec voilà, dans les vallées à la Réunion, il peut faire, selon l'endroit où on est, 30-35 degrés avec peu d'humidité, voire on est en pleine jungle, il va faire 30 degrés, mais avec un taux d'humidité énorme. Et ça monte jusqu'à plus de 2500 mètres d'altitude, où en pleine nuit, il peut faire quelques degrés, quoi. Donc il y a des Ok. gros, gros, gros changements de température à gérer, ce qui affaiblit vraiment le corps. Ça, c'est l'aspect numéro un. L'aspect numéro deux, selon moi, c'est la technicité du terrain. C'est très, très technique, les sentiers de la Réunion. J'avais fait l'interview d'un des vainqueurs il y a 2 ans qui disait à La Réunion, il n'y a pas un caillou qui tient droit. C'est à peu près ça l'image, quoi. C'est extrêmement technique et du coup, on n'avance pas vite, quoi. Pour donner un comparatif, l'UTMB, la barrière horaire, elle a 46 heures, à la Diagonale des Fous, elle a 66 heures. Donc, Ah oui, c'est une d'accord, ouais. aventure encore plus engageante. Et il y a une ambiance incroyable. Il y a une ambiance incroyable. Les Réunionnais sont là partout, jour et nuit, hyper chaleureux. Et c'est un vrai truc. C'est une course qui a su garder une dimension associative. Il y a une grosse partie des dossards une partie des dossards qui est réservée pour les locaux. Donc, il y a un gros engouement aussi de gens de l'île qui veulent une fois terminer le Grand Raid dans leur vie. Donc, ça rend l'événement assez spécial. Ouais, c'est une très belle course.
Pierre nous dit, ça ressemble à un teasing pour une seconde série Rocambole, ça, non? Bah pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Si ça se passe bien, ça se passe bien en octobre, ça peut être sympa, ouais. Ouais. Ah bah carrément. Je pense que Mhm. ça serait chouette. J'ai une question. Alors, Anne qui disait, quelle est la moyenne d'âge des participants à l'UTMB? C'est une bonne question. Ouais. Alors je sais pas exactement, mais néanmoins c'est un sport qui a une moyenne d'âge assez élevée quand même, mine de rien, je pense. Il y a beaucoup de quarantenaires, voire de cinquantenaires qui font ces types d'efforts. Longtemps, même Ouais. la communauté, et les observateurs de ce sport ont pensé que c'était un sport il y avait une telle dimension de résilience que c'était les victoires seraient réservées aux personnes qui avaient un peu de maturité émotionnelle pour gérer ça. Bon, dès l'arrivée de Kylian Jornet, que certains d'entre vous connaissent Oui. peut-être, qui a remporté l'UTMB la première fois en 2009, je crois, ou en 2008, 2009, à 20 ans, on a compris que c'était pas vrai, que c'était comme tout autre sport, qu'il y avait des athlètes de haut niveau qui avaient un meilleur physique, qui allait finalement tout gagner. Mais mine de rien, dans la masse des pratiquants, il y a beaucoup de gens qui ont 40, 50 ans et qui courent. De plus en plus de femmes, ça c'est aussi une dimension très intéressante. Il y a quand même de plus en plus de femmes. Les sports d'ultra-endurance, c'est un des sports où la différence entre les meilleurs hommes et les meilleures femmes est la moins importante. D'accord, ok. C'est Donc intéressant. c'est hyper pertinent. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes et c'est une très bonne chose qui font ces épreuves-là et qui sont tout aussi pertinentes et performantes que la plupart des hommes, sans Et, aucun doute. et c'est quoi, du coup, la répartition là actuellement entre nombre d'hommes, nombre de femmes sur la ligne de départ? T'as une vague idée? Effectivement, j'ai pas de chiffre exact en tête, mais ouais, il y a quand même une grande majorité d'hommes. Hein. Je pense que le côté excessif de la chose, euh, ouais, je saurais pas exactement. Alors, je vais pas me lancer dans ce débat-là maintenant comme ça, mais je dirais qu'il y a quand même une grosse majorité d'hommes encore, de par le côté voilà excessif extrême de cet effort et plus pas dans un homme ou une femme ils sont égaux face à ce type d'effort, mais plutôt dans l'envie d'aller faire cette chose-là qui est quand même un Mhm. peu particulière. Je pense que ça touche encore aujourd'hui plus d'hommes que de femmes. Pourquoi Ok, c'est comme ça, mais ça tend à s'inverser. C'est une très bonne chose, à s'équilibrer carrément. en tout cas. Mm. Alors j'ai une question. Alors il y a Baptiste qui dit Hola Nandi. J'imagine que ça doit être un de tes surnoms. C'est sûrement quand j'étais plus jeune. Et Cathy qui demande pourquoi tu as eu envie de parler de ton aventure sur Rocambole. Donc pourquoi tu as envie de parler globalement de ta série, pourquoi sur Rocambole, qu'est-ce qui t'a plu, t'as envie d'en partager un grand nombre, qu'est-ce qui t'a Ouais, motivé? ben, en fait, ce type de récit de course, j'en fais depuis longtemps pour l'équipe. Donc, j'ai fait une grosse dizaine de récits là déjà publiés, entre autres. Hein, je fais beaucoup de choses pour l'équipe, mais c'est quelque chose qu'on me commande des fois, des récits de course comme ça. Mais c'est des récits de course qui sont avec plus de contraintes que ce que j'ai pu faire là pour Rocambole. Donc, c'est plus court, c'est un peu moins romancé, même si sincèrement, ce que j'ai écrit dans la série, il est 95% de faits réels, quoi. Il y a quasiment rien. Il y a rien qui est inventé. Il y a peut-être un peu de romance, mais à peine, quoi. Non, ce qui m'a plu, c'est de toucher un autre style d'écriture, en réalité, tout simplement. Parce que moi, j'écris dans les médias depuis que j'ai 19 ans et que et que c'est un style d'écriture assez contraint, quoi. Et que là, on me permettait de m'exprimer un peu plus librement et c'est ça qui m'a attiré, rien d'autre. J'ai eu envie d'aller un peu plus loin sur cette envie de raconter ses courses. Et fondamentalement, je pense que ça doit transparaître là. J'adore parler de ces trucs. Ça, j'en ai fait mon métier, c'est pas pour rien. Donc voilà, j'aime raconter ces efforts parce je pense qu'ils ont un côté un peu fascinant. En tout cas, moi, ils me fascinent et je sais que ça, voilà. Donc c'était pour ces deux raisons, ouais. Ok, et du coup sur le format, parce que bon, peut-être sur l'équipe c'était plutôt des articles que tu écrivais, là sur la Ouais. contrainte de l'épisode, comment tu l'as appréhendé dans l'écriture? Alors, moi, n'étant pas, moi, je suis pas un auteur de roman, hein, donc je saurais pas comparer la série Ouais. littéraire et l'écriture romanesque au sens strict. En revanche, c'est euh, c'est un concept qui est hyper intéressant, sincèrement. C'est un concept qui est hyper intéressant, que je pense hyper actuel, enfin, que je sais hyper actuel, et, euh, et c'est extrêmement intéressant à écrire. Bah, déjà, il y a quand même une grosse réflexion en amont, mais comme pour beaucoup de styles d'écriture, mais
la manière d'organiser ses idées et la manière de présenter les choses et d'organiser sa série. Euh, Ça permet d'identifier quelques grands thèmes, d'avoir une narration qui est un peu différente Ouais. d'un récit plus linéaire ou d'un récit très contraint par le genre journalistique. Non, c'était une très bonne expérience. Comme je disais, je crois, en préambule, j'ai écrit ça au milieu de la Pinède en quelques jours. En plus, quand même, j'ai dû concentrer cette écriture-là et j'ai pris beaucoup de temps. Ça a pris quand même beaucoup de temps, des journées, pas mal de journées. Mais c'était un exercice très plaisant et assez demandant parce que pour le coup, on fait un peu plus attention au style encore que quand on écrit pour Ouais, des tu médias. m'étonnes, ouais. Mais hyper intéressant à faire. Je retenterai l'expérience volontiers dans quelques temps. Ouais. C'était hyper sympa. Et ce qui est chouette en plus, j'en parlais avant, avant qu'on commence le live, ce qui est chouette, c'est que tu as réussi à te retranscrire en fait une course, quelque chose d'assez spécifique, avec vraiment beaucoup de style et en même temps, pour des non-initiés au trail, on a eu plein de retours ce matin de gens qui n'étaient pas du tout sportifs, plutôt littéraires, qui nous ont dit, ah bah, il m'a emporté dans la course, j'ai adoré, se lit hyper facilement. Donc pour tous ceux qui l'ont pas encore lu, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas forcément sport, trail ou quoi que ce soit, c'est vraiment une belle façon de s'imaginer un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'apprête à faire 170 bornes. Ça se lit plutôt bien, c'est 5 épisodes, très facile à lire. J'ai une question du coup de Pierre qui nous dit, alors, qu'est-ce que tu fais pendant la course quand tu te fais doubler? Est-ce que tu as un sursaut de fierté si ça se produit ou comment ça se passe? C'est marrant. Bon, on se fait beaucoup doubler et on double beaucoup. Enfin, on avance par petits paquets. Donc, il y a des gens qu'on croise 30 fois dans la course et qu'on double et qu'on se refait doubler 30 fois par les mêmes personnes. Euh, Ça dépend des moments. Il y a des moments où on déconnecte complètement des autres. Hein, c'est quand même une aventure Ouais, contre soi. Hein. Sauf quand tu es dans je sais pas, peut-être dans une TMB, peut-être les 50 premiers, ils vont chercher une place. Après, moi, je regarde même pas ma position à la fin de la course. Je m'en fous complètement. J'ai regardé pour l'UTMB parce que j'ai indiqué ça dans l'article, hein, que je terminais dans les 100 derniers de ceux qui ont fini. Mais c'est plus par curiosité. Mais franchement, la place, on s'en fout. Ouais, ouais. parfois, effectivement, quand on se fait doubler par un mec qui a 55 ans et qui a 10 kilos en trop, bon, je me dis quand même, merde, c'est chelou. Et ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent parce qu'encore une fois, c'est un effort tellement particulier Ouais. que finalement, ça arrive souvent. Mais non, l'ego, il est plus dans voilà, maintenant, avec le temps, quand même, on se fixe un peu des objectifs, quoi. Terminer voilà, l'UTMB, je voulais le faire en 40 heures, pas en 45 heures 52. Bon, ça s'est très mal passé pendant la deuxième nuit, hein. J'ai perdu énormément de temps, sinon j'étais dans les temps. Donc c'est plutôt là où l'ego prend un peu un coup, c'est quand on est à la dérive totale et qu'on n'avance plus et qu'on n'est même plus un marcheur parce qu'on tombe, parce qu'on doit s'arrêter tout le temps, parce qu'on n'arrive plus à avancer. Voilà, Mm. l'ego prend un coup quand on se dit qu'un randonneur lambda, là, il irait plus vite que soi, on est censé être des coureurs. Ouais, là, l'ego, il prend plus un coup. Ouais. Tu m'étonnes. Baptiste demande si tu t'es rabiboché avec les gens qui font des pique-niques. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est des drôles de moments. Mais et encore une fois, les sensations décrites, c'est celles que j'ai ressenties sur le moment où mais parce qu'on on est dans une espèce ouais, on n'est plus très lucide et du coup, on se laisse aller à des émotions qui sont un peu bizarres. Et c'est vrai qu'on peut d'un seul coup avoir beaucoup de colère pour des gens qui ont juste la chance d'avoir une vie normale sur le moment. Euh, c'est d'ailleurs assez dingue à quel point, quand on est dans cet effort-là, on oublie un peu qu'est-ce que c'est notre vraie vie, à quel point on s'en échappe et à quel point on a l'impression que c'est loin, en fait, le temps où nous aussi on vit une vie normale. Mais oui, depuis, je fais moi-même des pique-niques, donc je me suis rabiboché avec eux. Pourquoi? Parce que c'était pendant la course, Ouais, je tu... raconte dans la série effectivement, dans des moments où ça va pas du tout, t'en arrives à plonger dans la négativité un petit peu et d'ailleurs, c'est un cercle vicieux, quoi. La négativité entraîne du mal-être, etc., etc. Et effectivement, l'UTMB, j'avais croisé un moment une famille de pique-niqueurs qui étaient à l'ombre d'un parasol et qui avaient une glacière avec des boissons fraîches et ça m'avait mis au plus mal psychologiquement de les croiser. Ouais. Tu m'étonnes. Alors Mm. François demande si tu as un phénomène de mirage dans l'effort intense. Ouais. Alors, Qu'est-ce que c'est c'est un lié au phénomène de sommeil. mirage?
C'est Tu lié peux au expliquer sommeil. pour ceux qui connaissent pas, ouais. Bah, on voit des mirages comme dans le désert, quoi. Ouais, Comme, ok. c'est lié à la fatigue extrême. La deuxième nuit, on en a des hallucinations en fait. Donc on voit ce qu'on a envie de voir dans ces cas-là. Dans le désert, on voit des oasis apparemment. Là, on voit des ravitaillements, là où il y en a pas. Tu vois Enfin, des on a ravitaillements l'impression partout, de quoi. voir, où en fait, un ravitaillement, c'est souvent dans un hameau, un endroit où il y a un peu de civilisation, et donc on a tellement envie d'arriver dans la civilisation parce que c'est une étape de plus de fête que des fois on a l'impression qu'on y arrive. Un peu au loin, on voit des rochers un peu mis bizarrement, on a l'impression que c'est des voitures garées, donc on va arriver dans un hameau et tout. Donc pendant la deuxième nuit du TMB, j'ai eu des belles hallucinations, où je voyais des ravitaillements régulièrement. Ouais. Mais à la fois, on en a conscience qu'il faut faire attention avec ce qu'on Il faut voit. faire gaffe, ouais. Et puis la montre, elle nous donne quand même pas mal d'infos et elle nous dit qu'on n'y est pas du tout encore au ravitaillement. Donc on essaie de se persuader, mais en vrai, la montre, elle a quand même raison au final. Donc Elle a raison au on sait que c'est final. faux, mais on a envie d'y croire très fort. Bon, bah, est-ce qu'il y a d'autres questions là? Ça fait 1 heure qu'on discute. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi tous ceux qui nous suivent? On va commencer à arriver sur la fin. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais pas toi si Florian, tu voulais rajouter quelque chose. Euh, c'est quoi du coup est-ce que peut-être c'est quoi tes prochains objectifs, prochaines étapes là, tes grands moments pour toi, tes highlights pour 2020, 2021? Bon, moi, non, pas grand-chose de plus à rajouter. Effectivement, on a beaucoup parlé. J'ai pu dire pas mal de choses. Euh, Mon gros objectif en termes de course à pied, c'est la La diagonale de fou, diagonale, comme ouais, je le du coup. disais, où je ramènerai un récit de toute façon pour l'équipe, ça c'est sûr. Effectivement, voir un autre récit pour un autre support qui serait intéressé. Et donc, je me prépare pour ça. Et puis après, eh bien, enfin, pour ceux qui travaillent dans la communication, en ce moment, il y a quand même pas mal de travail avec tout ce qui se passe. Donc voilà, prochain objectif, c'est de pouvoir déjà aussi retourner en montagne. Parce que là, bon, moi j'étais dans les collines des alentours de Marseille, donc j'ai pu me promener, j'ai pu faire du dénivelé, mais j'ai un peu hâte de retourner à Chamonix pour être tout à fait honnête, et je suis assez content des annonces du Premier ministre. On va pouvoir y retourner bientôt, C'est donc je clair. vais aller passer un peu de temps à Chamonix là, je pense, dans les semaines à venir, histoire de m'entraîner un peu plus, et puis de voir le massif du Mont Blanc, pour lequel j'ai une affection quand même très très particulière. Il y a beaucoup de très belles montagnes dans le monde, mais le massif du Mont Blanc, c'est quand même quelque chose d'assez majestueux et d'assez unique. Tu Donc voilà. m'étonnes. Bon, bah, je sais pas s'il y a plus de questions. Bah, on va finir ce live. En tout cas, je voulais te remercier, Florian, d'avoir participé au live. Avec plaisir. C'était vraiment très cool. C'était la première fois qu'on le faisait et puis c'était cool, hein. On n'avait pas trop préparé, mais finalement, c'est toujours cool de partir comme ça parce qu'on explore un peu tous les sujets. Je remercie aussi tout le monde, du coup, toutes les personnes qui ont suivi ce live et qui ont posé des questions. Très chouette. Je vous dis, du coup, passez une bonne soirée. Je vous encourage à aller lire cette série pour tous ceux qui l'ont pas encore lue. Donc, elle est gratuitement sur l'appli encore pendant 2 semaines. Donc, profitez-en. Tous ceux qui sont pas abonnés à l'appli, vous pouvez quand même aller la lire. Et puis, je vous dis, passez une bonne soirée. Et on se retrouve sûrement pour un prochain live semaine prochaine avec une autre série. Et puis, voilà. Passez une bonne soirée tout le monde. Merci Florian et à très vite. Merci à toi, Boris, et merci à tout le monde. Et puis bonne lecture sur Rocambole. Ça marche. Ciao, salut À bientôt. Florian. Ciao. Salut tout le monde.